Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cet événement virtuel. Nous avons plus de 450 participants qui sont probablement chez eux, à la maison, au bureau ou dans le train. Et je souhaite également la bienvenue à nos invités du monde politique et économique qui sont ici présents dans le Kursaal à Berne. Le monde du travail se flexibilise de plus en plus. Il y a de nouvelles formes de travail qui naissent. On en discute beaucoup. Par contre, il y a une dimension qu'on a négligée jusqu'à maintenant. Quelle dimension, quelle perspective ou quelle intention, quelle motivation amène les gens à flexibiliser leur travail? Cette question posée, Flexwork a mandaté une étude pour mieux comprendre la motivation des gens à travailler de manière plus flexible et également d'évaluer quelles sont les chances et les défis qu'on rencontre dans cette forme de travail. Swiss Staffing est très fier de pouvoir présenter les résultats de cette étude qui a été menée avec HR Conscience et l'Université de Lucerne et va vous être présentée dans une vidéo. Pour Swiss Staffing, pour nous, il est très important de vraiment de discuter des résultats de cette étude de différentes perspectives et de ainsi lancer un discours sur la flexibilisation du travail. Nous sommes donc très contents d'avoir ici nos hôtes qui vont contribuer à cette discussion, qui participeront à cette table ronde qui sera animée d'une journaliste très connue de télévision et rédactrice en chef de SRF, Patricia Léry. Mais d'abord, on regarde la vidéo. Digitalisierung, Automatisierung, Globalisierung und Virtualisierung verändern die Art, wie wir arbeiten. Flexiblere Arbeitsformen nehmen zu. Temporäreinsätze, Plattformarbeit, Selbstständigkeit oder Arbeit auf Abruf. In diesem dynamischen Arbeitsmarkt entstehen auf individueller Ebene neue Bedürfnisse, die bisher noch wenig Beachtung gefunden haben. Sogenannte Flexworker sind Menschen, die flexibel arbeiten möchten, weil es ihrer Lebensphilosophie entspricht, weil sie ihr Bedürfnis nach Autonomie ausleben wollen oder weil sie den Weg zurück in die Erwerbstätigkeit suchen. Man kann 3 verschiedene Typen von Flexworkern unterscheiden. Temporär Arbeitende, die ihre Einsätze über einen klassischen Personaldienstleister suchen und abwickeln, Plattformarbeitende, die ihre Aufträge und Einsätze über Online-Arbeitsplattformen suchen, anbieten und abwickeln, und selbstständig Erwerbende, die über ein eigenes Netzwerk Aufträge akquirieren. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt der Universität Luzern mit HR Conscience und Swiss Staffing wurden die Motive, Absichten und Bedürfnisse von Flexworkern untersucht. Dazu wurden mehr als 30 qualitative Interviews mit den verschiedenen Flexworker-Typen durchgeführt. Die Umfrage zeigt, es gibt zahlreiche Beweggründe für Flexwork. Die gute Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben sowie die damit verbundene Flexibilität zählen dabei zu den Hauptgründen, weshalb sich jemand für Flexwork entscheidet. Die hohe Flexibilität erlaubt es den Flexworkern, ihre Arbeit mit privaten Verpflichtungen wie Kinderbetreuung, Elternbetreuung oder Studium zu vereinbaren. Neben der guten Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben wurden auch folgende Motive für eine flexible Arbeitsform genannt. Finanzielle Gründe. Selbstständig Erwerbende können neben ihrer eigentlichen Tätigkeit zum Beispiel über eine Online-Plattform zusätzliche Aufträge annehmen und dadurch Durststrecken überbrücken. Selbstverwirklichung. Personen mit einer Festanstellung können mit temporären Einsätzen einen bewussten Ausgleich zu ihrem Arbeitsalltag herstellen.
Selbstbestimmung. Viele Menschen legen bei ihrer Arbeit Wert auf Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Anerkennung. Direktes Feedback nach jedem Arbeitseinsatz erhöht die Motivation. Flexworker haben im Vergleich zu Festangestellten mehr Freiheit und fühlen sich auch mehr auf Augenhöhe mit dem Auftraggeber. So können sie Aufträge oder auch Auftraggeber, die ihnen weniger zusagen, eher ablehnen. Die Umfrage hat gezeigt, dass viele Flexworker die Chancen von Flexwork gleichzeitig auch als Herausforderungen sehen. Einige Flexworker berichten, dass durch das Umfeld die Erwartungshaltung entsteht, dass man ständig verfügbar sein soll. Gleichzeitig ist man versucht, in ständiger Bereitschaft zu sein für den Fall, dass ein Auftrag reinkommt. Besonders die selbstständigen Flexworker schätzen die Vorteile von selbstbestimmter Arbeit. Aber eine hohe Autonomie und Selbstbestimmung bedeuten auf der anderen Seite aber auch, dass diese Flexworker die ganze Verantwortung selbst zu tragen haben. welche Voraussetzungen sind wichtig, um als Flexworker erfolgreich agieren zu können? Die Befragten haben angegeben, dass insbesondere eine starke Familie im Hintergrund hilft, um Aufträge koordinieren und flexibel auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können, und dass ein professioneller Vermittler eine große Hilfe bei der Einsatzvermittlung ist. Ein Flexworker hat uns vorgerechnet, dass ihm sein Intermediär schätzungsweise 20-30% der Zeit abnimmt, die er normalerweise für die Akquisition von Projekten oder Mandaten aufwendet. Das ist natürlich eine enorme Entlastung. Die außerordentliche Lage infolge der Corona-Krise ist für viele Flexworker in der Schweiz eine Herausforderung, eröffnet aber auch Chancen. Während bei den einen die Aufträge über Nacht eingebrochen sind, verhilft die veränderte Situation anderen zu einer ausgezeichneten Auftragslage. Verschiedene innovative Ideen von Vermittlern und Flexworkern zeigen die große Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit der Flexwork-Tätigkeit. Gerade in Zeiten der Krise ist dies eine große Stärke. Flexwork ist für viele eine ganz bewusste Wahl. Die Studie zeigt, dass Flexworker vor allem 3 Dinge benötigen. Sie benötigen eine Kultur, die flexibles Arbeiten und den Wechsel zwischen Erwerbsformen akzeptiert. Sie benötigen starke Partner, die sich beim Auftraggeber für die Flexworker einsetzen, zum Beispiel Personaldienstleister, digitale Plattformen oder Verbände. Und sie benötigen einen Refresh des arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmens, damit sich der Flexibilisierungstrend mit seinen vielen Chancen solide weiterentwickeln kann. Flexwork liegt im Trend und wird aufgrund des zunehmenden Flexibilitätsbedürfnisses wohl auch in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Ja, willkommen zum Flexwork Bienvenue à l'événement Flexwork en direct. Ça fait beaucoup de plaisir de se revoir au moins virtuellement. Ici, dans le studio, nous avons Valentin Vogt, le président de l'Union patronale suisse, qui est présent. Donc, l'un des flexworkers, des travailleurs flexibles les plus connus. Il travaille de manière indépendante, beaucoup de mandats de fonction également en dehors de son poste de président, est également actif dans différents conseils d'administration industrielle. Comment et combien est-ce que vous travaillez? Moi, je suis un travailleur flexible, je travaille en indépendant, donc je peux librement décider de quand je travaille. Donc, je travaille normalement tous les jours, pas pendant toute la journée, mais chaque jour, quelques heures. Parfois, c'est dû à des facteurs extérieurs, au temps, par exemple. Lorsqu'il y a une tempête, je ne vais pas faire du ski, alors je peux bien travailler. Et lorsqu'il fait beau, je peux donc profiter plus de la vie
privé. Donc, vous êtes vraiment un travailleur flexible, très passionné, vous profitez de cette forme de travailler. Oui, moi, j'ai travaillé longtemps en tant que salarié. J'étais CEO pendant 10 ans dans ma propre société. Donc, je connais les deux côtés et maintenant, je profite vraiment de cette forme de travail flexible. On voit cette tendance est vraiment à la hausse et il y en a de plus en plus. Les formes de travail flexibles sont très diverses. L'étude distingue en 3 formes. Nous avons les travailleurs indépendants, les travailleurs temporaires et les travailleurs sur plateforme, par exemple sur Uber. Est-ce que vous pensez que Corona a renforcé cette tendance à la hausse de ces nouvelles formes de travail? Oui, je pense que COVID-19 est une partie qui renforce cette tendance, mais je pense que cela correspond vraiment à l'esprit de notre époque. Nous voulons donc faire augmenter notre croissance, notre économie et la possibilité de travailler de manière plus flexible est vraiment une possibilité d'avoir une grande flexibilité dans le travail, dans le monde du travail, ce qui est bien pour l'économie et les travailleurs. Donc, vous voyez là plutôt un scénario positif. Vous dites qu'il y aura 500 000 personnes qui manqueront sur le marché du travail. Par contre, pendant COVID-19, vous resterez à bord, vous resterez présent donc pendant cette crise COVID-19. Qu'est-ce que vous pensez va nous attendre à moyen terme? Je pense qu'à court terme, la tendance va être plutôt à la baisse avant de reprendre. Mais je pense qu'il faut préparer ce scénario, un scénario dont on n'a pas besoin, j'espère. Mais je pense qu'il pourra y avoir également un scénario plus long terme qui prévoit donc une tendance à la baisse plus substantielle et plus longtemps. Il est vraiment difficile de dire quand une tendance inverse, quand la croissance reprend. Il y a des options plus optimistes et plus pessimistes, mais je pense qu'on a le temps de se préparer maintenant. On l'a vu dans des études, dans les sondages, qu'une personne sur 5 a peur d'être licenciée. Donc, c'est vraiment une grande peur qui règne. Oui, je comprends cela très bien. Le travail, c'est quelque chose qui est une absolue nécessité pour beaucoup de personnes et non seulement une chose qu'on fait pour le plaisir. Donc, il y a cette peur, c'est normal, c'est compréhensible et bien sûr, nous, en tant qu'employeurs, nous allons faire en sorte à éviter toutes sortes de licenciements si possible, mais on ne peut pas l'éviter à tout prix. Donc, du côté des employeurs, est-ce que vous pensez qu'il y aura cette tendance vers le travail plus flexible, vers le travail flexible? Est-ce que ça sera renforcé? Oui, c'est bien sûr un grand besoin des employeurs. Nous voulons recruter le plus de personnes possible. De l'autre côté, les personnes veulent mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Et donc, ce sont deux phénomènes, je pense, qui vont bien ensemble. Cette étude vraiment très intéressante a montré que la moitié, donc 50% des personnes, n'ont pas choisi ce travail flexible. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? C'est une question de perspective qui se pose toujours. C'est une possibilité de se réintégrer sur le marché du travail si vous avez fait une pause et vous voulez donc vous relancer sur le marché du travail. Le travail temporaire est donc une bonne possibilité de se faire. On peut également faire la connaissance de différentes entreprises, de différents employeurs pour savoir ce qu'on veut vraiment faire, où on veut vraiment travailler. Le secteur du travail temporaire a enregistré d'énormes progrès dans ces dernières années, une convention collective de travail, de bonnes possibilités de formation continue. Je pense que cela a contribué à améliorer cette image qu'avait la branche dans ces dernières dizaines d'années. On vient de parler des risques et problèmes liés au travail temporaire. Cette reconnaissance qu'on a en tant que salarié manque souvent, surtout dans la perception publique. Qu'est-ce que vous dites sur cela? Oui, bien sûr, comme tout dans la vie,
pays, on a toujours une perspective plus positive ou négative. Le travail flexible, temporaire, a beaucoup d'avantages. On peut donc vraiment choisir ce qu'on veut faire. Lorsque vous êtes salarié, vous restez normalement près d'une société pendant une dizaine d'années. Si on n'est pas salarié, on peut changer de façon pas trop compliquée l'employeur ou le mandataire. Par contre, il y a un manque de reconnaissance. Normalement, il y a beaucoup à faire, sinon on n'était pas salarié. S'il n'y a plus rien à faire, on part de cette entreprise. Lorsqu'on est salarié permanent, il y a bien sûr ces fluctuations dans le volume de travail qu'on vit. Donc, il y a des avantages, des désavantages, mais je pense que c'est vraiment un élément très important dans notre marché de travail. Donc, nous avons un demi-million d'indépendants, 400 000 temporaires et puis les travailleurs en plateforme. Donc, on a presque 1 million de travailleurs flexibles en Suisse sur 5 millions. Dans d'autres pays, ce taux est encore beaucoup plus élevé. Est-ce qu'on va arriver à un certain moment à une limite? Je pense que cela concerne des entreprises très spécifiques dans le domaine du génie mécanique. Vous avez vraiment besoin d'un groupe principal de travailleurs qui restent dans l'entreprise pendant des dizaines d'années parce qu'on a besoin de cette continuité. Par contre, nous avons besoin de travailleurs flexibles pour les moments où il y a beaucoup de travail. Donc, c'est un rajout et s'il y a moins de travail, nous avons moins de travailleurs flexibles. Il y a d'autres métiers où il y a surtout des travailleurs flexibles. Par contre, je pense que la culture d'entreprise aura des défis à surmonter lorsqu'elle se concentre surtout sur des travailleurs flexibles. Quels sont les signaux qu'on voit les employeurs? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce qu'on pense qu'il y aura encore 10% de plus de travailleurs flexibles, de travailleurs temporaires, indépendants, etc. Ou est-ce que vous pensez que la tendance est plutôt à la baisse, comme prévu ou que prévoient les employeurs en tant que stratégie? Je pense qu'en principe, ça va être à la hausse. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais ces évolutions qu'on voit dans le travail flexible, dans ces formes de travail flexibles, on voit que ça a beaucoup d'effets positifs. Il y a cette tendance positive. À quelle vitesse ça va développer, je ne le sais pas. Est-ce qu'on pourrait dire, on va bientôt être à la fin du travail, du contrat de travail indéterminé, parce que nous avons de plus en plus de travail flexible, comme sur une plateforme, comme les travailleurs en plateforme, ça fonctionne déjà très bien, au moins du point de vue technologique. Je n'y crois pas. Non, nous avons toujours un rapport de 80 à 20 entre des personnes avec un CDI et des personnes avec un travail flexible. Non, je pense que ça va augmenter, mais je croyais que ça allait prendre vraiment un grand élan, mais vous croyez quand même qu'il y a encore des emplois fixes. Il y a beaucoup de cultures d'entreprise qui se perdent aussi s'il y en avait une telle tendance. Oui, il faut quand même des salariés qui sont des salariés fixes. Oui, il y en a des domaines où il en faut, mais il y en a d'autres où il y a peut-être d'autres modèles. Mais dans les entreprises traditionnelles qui ont beaucoup de contact avec les clients aussi, là, ça va être un peu difficile aussi si on travaillait uniquement avec des travailleurs flexibles. Vu la tendance et vu l'élan que ça prend, qu'est-ce que vous croyez? Faut-il de nouvelles lois de travail? Quelles sont vos revendications? Nous sommes convaincus que nous n'avons pas besoin d'un troisième statut d'assurance sociale. Nous avons des salariés avec un CDI et les travailleurs flexibles, mais c'est aux lois maintenant de voir est-ce que ces personnes sont indépendantes, est-ce qu'ils sont employés. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils soient rattachés à un statut. Parce que je ne peux pas travailler pendant 40 ans, ne pas avoir d'assurance sociale et à la fin, c'est l'État qui doit me financer. Non, ça, ce n'est pas notre intention, ce n'est pas voulu. Et nous soutenons le fait que les tribunaux vont dans ce sens afin qu'il y ait une sécurité
sécurité également du point de vue juridique. Le problème, c'est qu'actuellement, on est dans une zone grise. Il y a beaucoup de cas qui sont pendants devant les tribunaux. Avec plaisir, nous allons regarder ce sujet avec les autres acteurs qui ne partagent pas forcément le même avis. Vous êtes à Zurich en 1h30. Vous allez maintenant aller de Berne à Zurich. Merci beaucoup pour la discussion. Merci beaucoup pour votre opinion. Merci d'être venu. Merci. Heureusement, nous avons ici tous les acteurs rassemblés dans le Flexwork Livestream chez nous et nous avons également des syndicalistes que nous avons invités à notre table ronde. Nous avons des personnes concernées et nous avons des prestataires de services, des services de placement et la politique. Et j'aimerais bien vous présenter tous ces acteurs qui sont réunis ici. J'ai demandé aux invités de bien vouloir nous envoyer une image d'une situation de travail typique dans laquelle vous êtes. Et nous avons reçu 4 photos. Sur la première vue, on voit qu'il y a une photo qui est un peu différente. Il n'y a qu'une seule personne qui est dans une situation de travail typique. C'est Gabriel Fischer de Travail Suisse, l'organisation fêtière des syndicats. Mais bon, on va y revenir un peu plus tard. Commençons avec la première photo de Dino Berli, qui est travailleur flexible passionné, qui a également fondé l'organisation Soupaloop. Il a écrit le livre Travail à temps partiel et il nous a envoyé une impression de son bureau à 4000 mètres d'altitude. Tino, qu'est-ce que ça veut dire cette photo? Eh bien, cette photo n'est pas tout à fait à 4000 mètres d'altitude, mais je suis dans les montagnes et je pratique vraiment ma passion, c'est-à-dire l'escalade. Et ce qu'on ne voit pas, c'est mon bureau qui est dans ma poche. Alors, si je suis au sommet, il y a des bars. Après la première pause, je vais peut-être répondre à quelques mails ou donner un coup de fil. Et j'ai parfois pu vendre quelque chose qui m'a bien rapporté pendant que je faisais une escalade. Alors le travail, c'est toujours dans ma poche et pour moi, ça colle bien. Toujours, always, mais c'est également le fait secondaire. Vous êtes toujours en service. Oui, c'est vrai. C'est le principe et c'est le défi aussi de l'époque actuelle. Je pense que always on, et je ne suis pas le seul qui est toujours en ligne comme nous l'avons constaté tout à l'heure. Je pense que c'est tout à fait clair, de nouvelles possibilités créées, comme on l'a dit également dans l'étude Flexwork, créent également de nouvelles responsabilités. Il y a énormément de chances, ça c'est vraiment vrai pour moi, mais il faut relever le défi de bien gérer ces chances. Et je pense qu'il faut également accompagner les salariés pour leur dire aussi que parfois il faut débrancher et être off. Moi, je suis en ligne, je suis on, mais bon, d'autres doivent peut-être se déconnecter de temps à autre. Vous êtes venu avec une autre photo, c'est-à-dire travailler à domicile avec les super-héros. Bon, ça c'est une situation que nous, les parents, nous l'avons vécue pendant des semaines, pendant des mois, même, si j'ose dire, on comprend très très bien votre situation et parfois c'était très difficile. Jana Gebauer fait du placement de personnel. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a fondé son entreprise très tôt, à 23 ans. À 23 ans, elle a fondé son entreprise et elle est située à Bâle. Pendant cette période du Covid, et ça c'est étonnant, elle avait plus de travail qu'avant. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cette photo? Parce que je pense que pour moi c'était vraiment un grand défi et c'était un défi pour chaque groupe de parents de prendre en charge les enfants, de faire le homeschooling, donc de faire les devoirs, l'école avec les enfants à la maison. Et je pense que pendant cette phase du confinement, tous les enfants étaient pour moi les super-héros. Nous, on avait 2 super-héros à la maison pendant cette période-là parce que ces super-héros étaient vraiment détachés de leur environnement, de l'école maternelle pendant toute cette période-là. Et ce n'était pas seulement notre tâche de prendre en charge les enfants pendant cette période-là, mais les enfants devaient également nous supporter pendant qu'on travaillait à la maison. Les enfants devraient comprendre que physiquement on était présent, mais dans notre tête on était au travail. Donc l'image
qu'on avait chez nous à la maison, c'était la situation chez nous jusqu'au en mai. Mais vous travaillez pas seulement à la maison, mais oui, non, je partage vraiment l'opinion de Dino. Pas toujours, hein, mais à 90% de mon temps, je suis en ligne. Mais bon, il y a également certaines périodes qui sont vraiment réservées à la famille où je suis déconnectée. Mais pour moi, le travail et la vie de famille, c'est un amalgame, c'est très fortement lié et mélangé. Mais ça nous donne également la possibilité d'adapter notre temps de qualité au bureau et le temps de qualité qu'il faut en famille. Pour nous, ça va très très bien ensemble. Très bien. Le travail flexible, c'est également de mise dans la politique. Alors je souhaite la bienvenue à Thierry Ettlingen de Obwalden, qui est expert comptable. Il est normalement salarié et j'ai fait de la recherche. Parfois, il transgresse également les lois de travail et travaille pendant le week-end, ne respecte pas non plus les horaires. Donc, normalement, en tant que salarié, il faudrait les respecter. C'est un grand sujet dans votre branche, à mon avis. Le consultant d'entreprise, expert comptable. Et vous êtes également dans la politique, vous avez beaucoup de mandats également dans les conseils de surveillance. Donc, vous avez l'habitude de travailler de manière flexible. Pour cette raison, je pense que vous avez certainement choisi cette image du travail dans le train. C'est typique pour vous? Pas forcément. Bon, c'était une excursion. Mais j'y travaillais aussi. C'était mon temps de loisir, mais j'y travaillais quand même. Donc moi aussi, je suis always on, toujours en ligne. Mais le train pour me rendre de la Suisse intérieure au Parlement de Berne, c'est vraiment un temps nécessaire qu'il me faut pour consulter les documents, pour me préparer. Sans 7 heures dans le train, j'aurais un problème. Mais je suis bien content aussi que les chemins de fer suisses me proposent un poste de travail aussi agréable dans le train. Alors, une fois que je suis dans le train, je profite également des moyens de travail modernes qui permettent de travailler. Vous avez accès à la cloud, au nuage, vous avez toujours les documents disponible, ce qui n'aurait pas été possible il y a 20 ans, mais aujourd'hui, je peux en profiter. Et ça ne me stresse pas. Pour moi, ça va. Pour moi, ça colle parce que je n'ai pas le sentiment d'être constamment au travail. Vous m'avez demandé combien d'heures passez-vous au travail. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne me rends pas compte forcément quand je travaille. Bon, maintenant, l'exception ici dans la table ronde, dans une position un peu difficile. Moi aussi, personnellement, je suis flex worker, je suis always on et j'ai mon entreprise indépendante, mais j'envie également un peu Gabriel Fischer, qui arrive à clairement séparer les deux. Vous êtes dans une situation de travail classique et vous faites vraiment clairement la différence entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Oui, j'essaye vraiment. Bien sûr, il y a une certaine pression d'être toujours en ligne, on le voit ici, et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont toujours en ligne. Mais moi, personnellement, je suis en faveur de ce système classique parce que ça a des avantages, parce que c'est une séparation dans le corps et dans l'esprit aussi. Et ça donne la sécurité à mes enfants que quand je suis à la maison, je suis là pour eux, pour répondre à leurs besoins et je ne passe pas la moitié du temps au bureau pour travailler ou directement sur l'ordinateur pendant que je suis avec les enfants. J'essaye cette séparation. Bon, je n'y arrive pas toujours et bien sûr, j'ai choisi cette photo consciemment. J'aurais pu présenter d'autres photos ici, mais je l'ai choisi consciemment pour cet événement. La crise du Covid m'a vraiment forcé de travailler également d'une manière flexible et beaucoup d'avantages que j'ai normalement ont fait leur preuve. C'était difficile. La situation à domicile, c'était vraiment difficile parce que j'habite dans un ménage où les deux parents travaillent, il fallait prendre en charge les enfants, il fallait assurer l'école à la maison et c'était presque impossible. Le faire au quotidien, c'est presque inimaginable pour moi. Il y a trop d'inconvénients. Moi aussi, j'aime bien faire des sorties dans la montagne, faire des escalades, mais moi, j'aime bien partager vie de travail, de ses loisirs. Et il faut également voir que on ne doit pas trop se laisser insérer dans une situation, dans une discussion bubble, parce que
il y a une certaine pression de flexibilisation dans le monde du travail, mais il y a également d'autres personnes qui disent « moi, je ne peux pas vraiment choisir où je veux travailler, quand je veux travailler ». Là, la flexibilisation devient une pression et ils sont obligés de travailler tout le temps et d'être toujours en ligne. Et il est très, très, très difficile, à mon avis, de trouver vraiment la voie moyenne et un compromis. Mais il faut le faire, c'est vrai. Alors, Gabriel Fischer est en faveur d'une séparation claire et nette entre vie familiale et vie professionnelle, surtout dans la famille. On le connaît tous et je pense que ça devient vraiment de plus en plus important. Depuis 7 ans, il est responsable pour le travail économique chez Suisse Travail et il a également fait la remarque que les personnes hautement qualifiées, moins qualifiées, c'est très hétérogène, ce travail flexible. Qui est-ce qui fait partie de ce travail flexible? C'est vraiment très hétérogène. Et j'aimerais bien diviser la discussion en deux. Discutons tout d'abord des risques et des défis liés au travail flexible pour ensuite pouvoir clore avec les chances et les solutions. Qu'est-ce qui devrait être fait? Nous avons déjà dit tout à l'heure que la moitié des personnes qui font du travail flexible ne le fait pas volontairement. Alors pourquoi ce chiffre élevé? Ça m'étonne d'ailleurs, ce chiffre élevé. Je ne croyais pas que la moitié des personnes ne fassent pas de travail flexible volontairement. Je croyais que ce style de vie, ce mode de vie, c'est accepté et c'est choisi par au moins 70% des personnes. Pourquoi alors? Je pense que rien qu'en Suisse, nous avons 400 000 personnes qui font du travail temporaire et notre branche ouvre à l'un ou à l'autre une chance, une porte pour trouver un bon travail qui ne doit pas forcément être fixe, mais qui a de bonnes conditions. Nous avons actuellement un certain effet. Nous avons 51% des personnes temporaires qui reviennent dans l'entreprise et nous avons toujours le feedback que nous sommes vraiment contents que vous ayez pu nous placer dans cette entreprise parce que ça m'a ouvert la porte. Autrement, on n'aurait pas pu trouver cet emploi stable. Il y a également un marché de travail caché et ouvert. Caché, ça veut dire uniquement recrutement par des agences de placement. Et l'accès à ce marché de travail est important et difficile. Alors, si on choisit quand même, on choisit son mandat. On peut choisir soi-même si on veut accepter ce mandat ou pas. Et quels sont ce genre de personnes qui ne travaillent pas volontairement sous forme flexible? En partie, ce sont des personnes qui viennent de changer d'emploi, qui aimeraient bien changer, qui avaient un emploi fixe avant et qui commencent en tant que travailleurs flexibles sur un poste de projet, qui commencent un nouveau travail en passant par une agence comme nous et constatent « Ah, je peux quand même être plus autonome » et ça peut concerner les moins qualifiés, mais également des personnes très qualifiées. Nous avons également beaucoup de personnes qui ont fait des études, qui disent « Je n'ai pas envie de m'investir dans une entreprise pour les 20 prochaines années ». On va parler des chances dans la deuxième partie, mais dans un premier temps, j'aimerais bien connaître quels sont les défis. Pourquoi y a-t-il un pourcentage aussi important de personnes qui sont poussées ou qui sont obligées, si j'ose dire, à faire ce travail flexible? Vous parlez des candidats? Non, des personnes concernées. Des personnes concernées, je parle, parce qu'on disait que la moitié des personnes interrogées ont dit qu'ils ne le font pas volontairement. Louberli, est-ce que vous avez d'autres explications? Il y a également des working poor. Il y a également du travail précaire dans ce domaine. Oui, je pense qu'on est loin de dire que le flex working, c'est la nouvelle religion, c'est la panacée. Non, il y a des risques aussi. Il pourrait y avoir également une certaine pression sociale. Le flex working, oui, c'est obligatoire, tout le monde devrait le faire. Ça ne crée pas uniquement de la liberté, mais ça crée également de l'esclavage, parce que chaque personne qui n'a pas envie d'être en ligne est peut-être obligée de le faire. Et quand je vois le chiffre très élevé, je pense que c'est tout simplement une nécessité, un besoin financier qui les pousse.
à faire du flex working, ces personnes. C'est une tendance que nous pouvons constater et il y a une petite marge de jeunes personnes hautement qualifiées qui ont la liberté de choisir, qui ont toutes les possibilités, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix. Nous l'avons entendu tout à l'heure, on parle de l'autoresponsabilité, l'autodétermination, de la liberté, mais si je n'ai pas ces critères-là, le flex working, c'est l'horreur, parce que je n'ai pas d'appartenance commune, je n'ai pas de sécurité. Et j'espère quand même qu'à l'avenir, il va y avoir plus de mesures de soutien, parce qu'autrement, nous allons entrer dans une situation comme on la connaît aux États-Unis. Et ça, c'est pas souhaitable. Dans l'entretien, on a dit aussi qu'il y a parfois un manque de reconnaissance, parce que rien que l'extérieur, les uniformes sont différents parfois que les uniformes portés par les gens qui ont un contrat de travail fixe. Peut-être que ça a changé au cours des années, mais ça revient quand même, cette image de marque, cette reconnaissance. Et une fois qu'on se présente comme freelancer, comme personne indépendante, c'est plus accepté. C'est peut-être également une question de terminologie. Et vous avez évoqué aussi que le côté financier, c'est un problème aussi. Oui, vous avez évoqué cette question à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui répondent qu'elles ne font pas ce travail volontairement? Je pense que là, c'est simple, parce qu'il y a un besoin de sécurité. Il y a un petit groupe de personnes hautement qualifiées, très flexibles, qui n'ont pas forcément besoin de cette sécurité, mais normalement, dans la situation normale, quand on veut fonder une famille, surtout, on a ce besoin de sécurité. Et c'est tout à fait clair que si vous regardez un contrat de travail fixe ou un travail temporaire, c'est clair que on peut planifier beaucoup mieux quand on a un travail fixe. C'est clair. Hein? Absolument, c'est plus à la hauteur de notre temps. Nous avons maintenant les salaires minimums qui sont réglés dans la CCT, où est réglée la formation continue. Donc, citez-moi un employeur qui met à disposition 5 000 francs par employeur par an. Moi, je n'ai pas encore rencontré un. Mais moi, je ne parle pas de la convention collective de travail, je parle de cette sécurité financière, d'avoir vraiment un salaire permanent. Ça, c'est quand même préférable. Oui, mais ce que la société pense, ce que les gens pensent, des personnes qualifiées, des personnes moins qualifiées, ils n'ont plus besoin de travailler comme salariés. Ils disent, si je travaille en tant que mécanicien, je travaille dans un environnement, dans une société qui a que des machines conventionnelles et pas de machines modernes. Alors moi, si je travaille que avec ces machines, je ne suis plus à la hauteur des défis en 5 ans en ce qui concerne les développements technologiques. Donc c'est quelque chose qui détériore mon potentiel sur le marché de travail. Donc ceux qui travaillent de manière flexible, ils sont beaucoup mieux formés après ce domaine. Pourquoi est-ce qu'alors la moitié dit qu'ils sont obligés à travailler de manière flexible? Donc vous m'avez posé la question et j'ai répondu. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ça. Alors moi, je dois dire, j'apprécie beaucoup qu'on ait une discussion tellement controversée et intense. On a vraiment voulu intégrer des acteurs différents venant de différents environs. Mais maintenant, j'aimerais bien inclure dans notre discussion notre dernier invité qui n'a encore rien dit dans cette discussion, mais j'écoute. Mais qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce que la grande partie, la moitié dit qu'ils se sont plutôt forcés de travailler de manière flexible? En principe, moi, je pense que M. Fischer a raison. Moi, je dirais, je travaille en tant que travailleur flexible parce que je suis passionnée, j'aime le faire, j'ai la possibilité de le faire, c'est un privilège pour moi, j'en suis très conscient, mais il y a des personnes où ce n'est pas un privilège de travailler, c'est quelque chose qu'ils sont obligés de faire parce qu'ils ont besoin de financer leur vie, ils ont besoin de financer leur famille. Et lorsqu'on dit 50%, pour moi, ce n'est pas beaucoup. C'est toujours une question de perspective. Ce ne sont que 50% qui disent qu'ils ne le veulent pas. Par contre, ce sont 50% qui aiment le faire. Moi, j'aurais eu l'impression plutôt que plus de personnes ne veulent pas le faire.
temporaire. Donc, la question qui se pose souvent, c'est est-ce que j'aime travailler ou est-ce que je travaille parce que c'est une nécessité? Donc, vraiment, moi, j'aurais cru que c'était plus de gens. Bien sûr, il faut les percevoir et peut-être ça sera donc une sorte de mélange. Certains doivent travailler de manière flexible, d'autres le veulent. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes conditions cadres. Avec ces modèles, j'ai besoin de certaines garanties, par exemple avec une convention collective de travail. Et puisque Martin Vogt a mentionné d'avoir également des garanties au niveau social, donc d'avoir des assurances sociales, par exemple, comme les salariés, et ne pas être confronté à l'âge de 65 à une retraite qui n'est plus financée. Donc, moi, je pense que c'est à nous tous sommes sollicités et nous le voyons, nous sommes conscients de cette évolution et il est donc à nous de créer les conditions cadres. Il y aura toujours des personnes qui font quelque chose, par contre, qui n'aiment pas le faire, mais il n'y a pas de bonnes alternatives, donc je n'ai pas une autre alternative. Donc, pour moi, 50%, la moitié, c'est tout à fait compréhensible. Et voilà. Donc voilà, ce côté-là a une perspective plutôt positive. 50% aiment cette forme de travail. Peut-être il y a également des salariés qui disent qu'ils ne sont pas, qu'ils sont salariés parce qu'ils doivent être salariés. Donc ça, il faut également le prendre en compte. Lorsqu'on reste avec les défis, cette pression financière, c'est quelque chose qui m'est resté à l'esprit en ce qui concerne l'attribution de crédit, par exemple. Pour les travailleurs flexibles, quand on n'a pas de salaire continu, est-ce qu'en tant que travailleur temporaire, on a droit est-ce qu'on reçoit une hypothèque? Est-ce qu'on est attribué un crédit? Peut-être il faut là travailler avec l'industrie financière, avec les banques, pour que cette forme de travail soit mieux reconnue. Également pour renforcer l'autonomie financière des travailleurs flexibles. C'est aussi une sorte de discrimination, non? Je ne sais pas si c'est vraiment le cas parce que chaque travailleur temporaire travaille normalement de plus en plus lent. Donc, dans la société, dans la population, j'ai l'impression que le travail temporaire, cela correspond plutôt à une mentalité hire and fire. Par contre, je pense que ça a changé parce que les travailleurs temporaires sont très importants pour les entreprises, surtout en ce qui concerne la compétitivité. Lorsqu'on dit à la banque que je suis un travailleur temporaire, je ne pense pas que le banquier dirait c'est pas un salaire continu, c'est pas un salaire permanent. Lorsque moi je travaille en tant que travailleur temporaire pendant des années, j'ai quand même un salaire permanent. C'est mieux qu'un salarié qui change d'employeur tous les 2 ans. Oui, je pense que ça sera une manière d'approcher cette idée d'adapter les conditions cadres pour les travailleurs temporaires. Il y a beaucoup de gens qui apprécient, qui veulent cette forme de travail temporaire. Par contre, parlant des hypothèques, donc les banques doivent vraiment aller de l'avant parce que les travailleurs indépendants, là, on ne sait jamais s'il aura encore des revenus le lendemain. On regarde toujours sur le passé, sur le revenu qu'il a obtenu dans le passé. Par contre, ça peut changer du jour au lendemain. Et donc, cela vaut également pour les travailleurs flexibles. De par le passé, ils avaient donc des revenus permanents, continus, et ça sera la même chose pour l'avenir. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut communiquer avec les banques, avoir de la confiance. Là, vraiment, s'ingérer et définir des règles, je pense que c'est difficile. Je pense qu'on doit quand même jeter un petit regard sur la crise liée au Covid-19. Lorsqu'on regarde le marché du travail,
où il y aura peut-être des vagues de licenciements, il faut regarder qui est licencié. Et je pense que ce sont surtout des travailleurs temporaires avec des contrats à durée déterminée qui sont licenciés en premier. Vous l'avez dit tout à l'heure très clairement, c'est cette fonction de combler un peu les différentes fluctuations dans le volume de travail, et ces personnes sont licenciées en premier. Donc, on a de plus en plus de salariés qui s'approchent de ces situations précaires. Et la situation, bien sûr, ne sera pas de garder des temporaires pendant 5 ou 10 ans, parce que ce n'est pas du tout temporaire, c'est un travail permanent. Alors, il faut également respecter les conditions de cadre liées à un salarié normal, parce que sinon, ça ne sera pas la solution du tout. Oui, c'est correct que les temporaires sont beaucoup plus concernés. Ces règles sur le chômage partiel n'ont pas vraiment soutenu les chômages partiels parce qu'il y a les très courts délais de licenciement. Mais malgré Covid, je pense que nous avons plus d'options pour les travailleurs temporaires. Vous êtes un vraiment bon exemple à Bâle. Oui, mais je dois dire que nous avons constaté qu'au moment du lockdown, du confinement, les salariés qui faisaient partie du groupe risque ne pouvaient plus travailler ou sont au moins restés à la maison, ont travaillé à la maison. Et le résultat chez nous, c'était que à court terme, nous avions donc vraiment un besoin massif de travailleurs du côté de l'économie, surtout dans la production, pour des travailleurs flexibles et pour des travailleurs temporaires. Et dans la plupart des cas, ce n'était pas le cas que les temporaires ont été licenciés. On a constaté, je dois rester en production, je dois continuer, indépendamment de la branche, bien sûr, à part la restauration. Là, c'était ordonné, mais on devait être sûr que 60% du personnel ne pourrait plus travailler à un certain moment. Et dans beaucoup d'entreprises locataires, on a recruté même plus, juste pour rester, pour pouvoir continuer le travail. Oui, bien sûr, à Bâle, tout ce qui est domaine de la santé, l'emballage, médicaments. Donc, je pense que là, il y avait beaucoup plus de travail à faire. Par contre, dans la restauration, dans l'hôtellerie, on avait plutôt moins. Donc, là aussi, on a les deux perspectives. Moi aussi, je suis optimiste parce que les changements dans notre économie sont toujours en train de s'adapter, de changer. Il y a toujours deux choses qui se passent. D'abord, il faut adapter les conditions de cadre. Normalement, ça se passe un peu plus lentement. Et puis, il faut appeler à vraiment l'esprit d'entrepreneur de l'économie, des startups. Et moi, je viens un peu de ce domaine-là. Lorsqu'on voit chez nous, nous avons donc un besoin de nouveaux modèles, de nouvelles formes, comme des contrats avec des travailleurs sur plateforme. Alors, ces solutions, ces modèles deviendront de plus en plus pertinents. Et bien sûr, en ce moment, nous avons ce besoin. Donc, moi, je suis convaincue qu'il y aura toujours de nouveaux défis et qu'on réussira à les maîtriser. Et même déjà ici en Suisse, avec le capital que nous avons, avec ces atouts économiques et sociaux, nous allons réussir. Donc, je pense, ou je dirais que c'est déjà une conclusion très positive, mais nous avons encore un peu de temps pour nous pencher sur les défis, sur les risques. Moi, j'aimerais mentionner encore quelques points qui ont été mentionnés dans l'étude, qui est vraiment très, très intéressante. Et toute la responsabilité qu'on a. Donc, on est vraiment responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on gagne, mais ça peut être un potentiel, mais ça peut également être un risque. Et cette tendance d'être toujours disponible, cela pose également un risque pour les maladies psychiques, par exemple. Donc, dans le Silicon Valley, on a déjà cette tendance du digital well-being, donc du bien-être numérique,
Donc, il ne faut pas sous-estimer ces risques-là. Oui, tout à fait. Il y avait toujours de nouvelles réalités et des nouveaux défis qui venaient avec. Et cela vaut bien sûr aussi pour les salariés. Vous avez cette pression qui monte, cette obligation d'être toujours disponible. Et peut-être vous avez entendu parler de ces jeux où le patron a écrit un email le matin à 7 heures pour voir si ses salariés répondent pour être sûr qu'ils ne s'occupent pas de leurs enfants en ce moment. Donc, c'est vraiment ridicule. Donc, d'un côté, nous avons les entrepreneurs, donc les travailleurs indépendants qui ont cette responsabilité. Donc, on prend cette décision de devenir entrepreneur, de travailler en indépendant. Et puis, dans cette culture économique, on doit un peu renégocier cette thématique. Le pire, ça sera d'établir une norme qui n'a jamais été négociée et cela cause du stress parce qu'on ne sait pas à quoi on doit s'attendre, on doit toujours faire preuve de sa capacité de travailler tout le temps, d'être disponible de manière permanente et de vraiment dire quelles sont les exigences. C'est important. Flex-work, travailler flexible, cela veut dire du travail individualisé. Pour les uns, c'est bon de travailler de manière permanente, de rester toujours en alerte, mais pour les autres, ce n'est pas bon. Ils veulent avoir des temps de travail fixes. Donc, ça dépend, ce sont les deux perspectives. Sinon, on doit changer d'employeur. Mais cela concerne aussi les salariés, non? Et l'Université de Lausanne l'a vraiment prouvé. Le stress peut vraiment monter et surtout pour les temporaires, cela est pertinent. Mais par exemple, c'est aussi un peu votre focus, Monsieur Fischer. C'était la première fois que vous avez pu négocier une CCT avec Swisscom qui prévoit un droit à ne pas être disponible. Donc, qu'est-ce que vous dites? Je pense que la question principale qui se pose, c'est qui détermine de cette flexibilité. Je ne peux pas dire que mes salariés ne veulent pas du tout une flexibilisation. Ce n'est pas du tout le cas. Les salariés veulent également une certaine flexibilité. Ils ont également des besoins de flexibilité, mais peut-être ce ne sont pas les mêmes que les besoins de flexibilité qu'ont leurs employeurs. Donc, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit être toujours disponible? Alors, c'est une flexibilité qui ne concerne que les salariés, mais il faut également accepter alors que le salarié dirait « D'accord, je suis disponible, mais par contre, cet après-midi, je ne serai pas là. » Alors, il faut avoir cette réciprocité. Et plus de la moitié des salariés en Suisse ont vraiment des horaires très, très fixes. C'est vraiment défini quand ils commencent et quand ils finissent leur travail. Donc, on n'a pas du tout une flexibilité. Et ça, c'est la réalité. Et ces personnes voudraient sûrement avoir plus de flexibilité. Pratiquement 40% de nos salariés ne peuvent pas dire quand ils travaillent. 40% des salariés doivent fixer le moment de leurs vacances plusieurs mois à l'avance. Donc là, il y a sûrement des besoins de flexibilité, mais il faut toujours poser la question qui a le droit de décider de cette flexibilité. Et vous avez mentionné un exemple, cette CCT, où on a pour la première fois fixé ce droit à ne pas être disponible. C'est un peu un contrepoint de cette flexibilité qu'on attend, bien sûr. Donc, on a cette flexibilité, mais le salarié a le droit de dire « aujourd'hui, je ne suis pas disponible ». Et peut-être cela explique aussi le fait qu'il y a tellement de personnes qui travaillent de manière flexible parce que nous avons du côté des employeurs une certaine rigidité en ce qui concerne ces règles. Donc, lorsque vous parlez pour ceux
chez qui cela correspond à leur style de vie, par exemple. Oui, en ce qui concerne cette étude sur la santé psychique, il y a des études qui disent que des personnes qui peuvent décider eux-mêmes quand ils travaillent, ils ont moins de stress, ils éprouvent moins de stress. Et pour moi, c'est exactement le cas. Pour moi, ça serait vraiment du stress d'avoir des horaires fixes de travail. Mais je sais que cela n'est pas comme ça pour tout le monde. Et donc, je pense qu'il ne faut pas changer toutes les règles pour tous parce que chez nous, il y a ces personnes qui disent si moi, je devais travailler dans des conditions tellement rigides et non flexibles, moi, je l'aime pas, je souffre, moi, j'ai besoin de cette liberté de décider moi-même, d'avoir cette autonomie. C'est très, très important et ces personnes ont moins de problèmes de santé. Par contre, les autres qui se sentent obligés, pour eux, on ne doit pas du tout le faire. Moi, j'aime bien que vous dites ça, Monsieur Fischer, d'avoir des modèles beaucoup plus flexibles. Nous sommes tout à fait d'accord. Vous avez dit tout à l'heure que ici, on a l'impression qu'on voulait plus de personnes qui travaillent de manière flexible, mais c'est pas nous qui disent ça, ce sont les gens, ce sont les personnes. C'est une tendance qui naît parce que les gens le vivent. Nous ne disons pas il faut avoir le plus de travailleurs flexibles possible parce qu'on peut les licencier facilement. C'est pas du tout le cas. Les entreprises investissent beaucoup dans leur personnel, dans leur effectif. Ils investissent dans la formation continue, dans l'expertise, le savoir-faire, les expériences. Et pour cela, ils sont très contents de garder leurs salariés. Et là, nous ne devons pas nous cacher derrière des schémas. Mais dans l'étude, on a vraiment l'impression que c'est vraiment partagé. Nous avons ces deux côtés, noir et blanc, et pas tellement de zones grises. Mais maintenant, passons aux chances, au potentiel qu'offre le travail flexible. Dino Berli, lorsqu'on travaille de manière indépendante, nous avons là 1 demi-million de travailleurs indépendants. Pourquoi est-ce qu'on choisit cette voie? Je pense que lorsqu'on a cette possibilité, si cela va bien ensemble avec son propre style de vie, sa mentalité, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens, de jeunes gens surtout, qui sont attirés par ce travail indépendant. Parce que c'est vraiment ce fait d'être autonome. Et la vie, cela regroupe toujours la vie privée et la vie professionnelle, et de vraiment décider de manière autonome combien de temps on attribue à chaque vie est très important pour les jeunes. Moi, je ne pense pas que pour des raisons économiques, mon entreprise peut-être fera faillite, alors je fondera la prochaine entreprise. Moi, là, j'ai pas de problème avec ce risque. Cela fait partie de la vie en tant que travailleur indépendant. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment le facteur le plus important de pouvoir travailler de manière autonome. On l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il fait beau, mercredi après-midi, je vais faire du ski parce qu'il y a du soleil et de la bonne neige. Et puis le soir, je continue de travailler. Ça, pour moi, cela signifie une très bonne qualité de vie. Mais il faut savoir gérer ces aspects. Vous avez dit qu'il y a aussi une nécessité pour des travailleurs temporaires. Je ne pense pas que tout le monde en est conscient. Et le fonds de formation continue fait partie de cette CCT. Est-ce qu'on profite de ce fonds-là? Oui, exactement. Chez nous, surtout lorsqu'on parle de travailleurs temporaires qui restent pendant longtemps dans les entreprises, on a des employeurs qui payent ces fonds pour la formation continue parce qu'il s'agit vraiment de former les travailleurs aussi temporaires. Chez nous, il est vraiment intégré les salariés, les travailleurs temporaires ont droit à ces fonds dès la première heure qu'ils travaillent pour cette entreprise. Par an, nous sommes prévus 5 000 francs pour les formations continues, puis il y a également des dédommagements qui se lèvent à 2 000 francs par an. Et moi, je connais aucun employeur qui le fait. Et vous serez surpris, Monsieur Fischer, en ce qui concerne la flexibilité. Bien sûr, il faut de la flexibilité, mais pas seulement en tant que protection pour le salarié, mais également en ce qui concerne la mentalité. Parce que le plus cher en ce qui concerne les ressources humaines, c'est le recrutement
recrutement et le développement du personnel. Et aucun employeur aimerait avoir droit à un salarié qui soit toujours disponible, qui soit vraiment en disponibilité permanente. Nous devons profiter de ça pour que les employeurs réfléchissent à comment est-ce que je peux faire à ce que cet salarié que je promeus, que je soutiens, qu'il reste autant de temps possible chez moi. Donc, cet esprit de rébellion chez les représentants des salariés, bien sûr, c'est important, mais nous avons également des employeurs qui disent, moi, j'ai pas cette exigence de pouvoir toujours atteindre mon salarié. La plupart qui est obligé de travailler en flexible, pour la plupart, ce n'est pas du tout durable et c'est beaucoup plus cher pour les entreprises. Oui, elle vous a adressé directement, oui, et c'est la perspective théorique sur le marché du travail, puis il y a cette réalité pratique sur le marché du travail. Et donc là, ça dépend quelle perspective on prend. Lorsque j'écoute ce que M. Berly dit, je le comprends très bien et je comprends que c'est une situation très satisfaisante avec cette autonomie sur les horaires de travail, etc. Mais il s'agit vraiment là d'un petit secteur du marché du travail. Le reste du marché du travail est totalement différent. Et la flexibilité, ça veut dire qu'on obtient vraiment un planning concret des différentes équipes qu'on doit travailler pour la semaine après. Et puis dimanche, donc une nuit avant, il y a encore des changements. Et donc ça, c'est donc la flexibilité forcée pour la flexibilité réelle pour beaucoup de salariés en Suisse. Et c'est une situation tout à fait différente. On ne peut plus rien planifier. On ne peut pas décider soi-même. C'est le contraire de autonomie. Et c'est quelque chose qu'on voit toujours dans ces études. On constate qu'en Suisse, on travaille d'une manière plus flexible que dans les pays autour, avec une tendance en augmentation. Mais en même temps, quand on demande aux salariés, il y a une grande partie qui dit « j'ai de moins en moins de possibilités d'influencer mon temps de travail ». C'est un peu paradoxe parce que d'un côté, on devient plus flexible, mais je perds d'influence. Alors, qui est-ce qui maîtrise cette flexibilisation? Et je pense qu'il y a des attentes aussi, parce que si le chef, si le supérieur écrit un mail à 7 heures le soir, il y a cette attente qu'on y réponde le même jour, parce que le projet doit avancer. Est-ce que vous croyez qu'à une période où il y a une pénurie de main-d'œuvre, de qualifiés, c'est vraiment un aspect durable pour l'employeur s'il agit ainsi? Peut-être pas, mais si le projet doit avancer, la question qui se pose, ou la question de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, n'est pas vraiment de mise, parce qu'on est concentré sur l'avancement du projet. Je suis d'accord avec vous, parce que je viens d'une branche où avant le Covid, et certainement après Covid aussi, on a vraiment une grande pénurie de main-d'œuvre qualifiée. On les cherche et on peut faire deux fois, on peut jouer ce jeu deux fois avec quelqu'un, mais après il va vous dire, écoutez, allez chercher ailleurs. Hein. Soit vous respecter mon temps de travail, ou alors je vais aller ailleurs où on me respecte. Nous n'avons pas vraiment un marché de demande, parce que ce ne sont pas les employeurs, les salariés qui cherchent un emploi, mais le secteur tiers augmente de plus en plus. Pas tous, mais nombreux sont ceux dans ce secteur qui, avant Covid et après Covid aussi, je pense, qui pouvaient sélectionner. Les personnes bien qualifiées vont dire « bon, ça ne me convient pas, je vais aller ailleurs, je vais aller en face ». Ils ont le choix. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas jouer ce petit jeu. Je pense que ça, c'est pas vraiment la réalité, ce que vous dites là. On peut dire que, bon, certes, il y a également des personnes hautement qualifiées et ça a augmenté aussi ce nombre de personnes hautement qualifiées dans le domaine du travail temporaire. Malheureusement, on est presque arrivé à la fin de notre discussion. Maintenant qu'on est en train de bien discuter, désolé. Ouais, il y a des limites de temps, merci. Parce que autrement, on va nous débrancher, je pense, dans le streaming. Alors, tout d'abord, les solutions. On a parlé des chances et des défis, mais une dernière question. Comment est-ce qu'on peut relever ce défi? Comment est-ce qu'on peut gérer cette tendance? Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de réseaux?
Il y a l'association des nomades numériques. Alors même s'il s'agit de groupes hétérogènes, mais serait-il pas une possibilité de se mettre en groupe? Pourquoi les syndicats ne représentent pas les indépendants, par exemple? Bien sûr, chaque forme de regroupement, ça a un sens. Ça fait sens parce que ça vous permet de mieux faire du lobbying et ça renforce votre position dans ce genre de discussion. Qui a de quel droit, flexibilisation, qui gère la flexibilisation? Certes, ça pourrait être une possibilité, mais ce n'est pas si facile non plus. Parce que le marché du travail se compose quand même de groupuscules. Et la présence physique n'est peut-être même plus possible. Très brièvement, quelles sont vos revendications? Quelles sont vos revendications? Y a-t-il besoin d'autres lois de travail? Certes, la discussion sur l'adaptation du droit de travail revient toujours, mais pas de notre côté, mais on demande de plus en plus de flexibilisation, qu'on supprime le temps de travail hebdomadaire, etc. Premièrement, on constate que ce n'est pas nécessaire et je pense que ça va changer aussi la perspective du salarié. Le mindset, l'attitude de l'employeur, ça serait souhaitable, mais on ne peut pas vraiment le dicter. Je pense qu'il faut une protection plus forte de la part du législateur pour protéger du stress, du burn-out. Tout ceci, ça doit être inscrit dans la loi parce qu'autrement, il n'y a pas d'équilibre de force. Adaptation des lois de travail uniquement si le côté salarié est plus représenté. Tino Berli, comment est-ce qu'on peut gérer cette situation? Comment est-ce qu'on peut gérer cette flexibilisation en croissance? Vous avez demandé des solutions, donc il n'y a pas de panacée. Je m'adresse là aux entreprises et j'ai dit qu'il faut individualiser le travail. Si vous êtes vraiment intéressé de trouver de la main-d'œuvre qualifiée demain, il faut individualiser. Autrement, ces main-d'œuvre qualifiées vont aller chercher ailleurs. Et on n'a pas forcément besoin de faire des révolutions. On peut commencer avec un petit expériment et ces 2-3 derniers mois étaient vraiment une excellente chance. Poursuivez dans cette voie. Essayez de nouvelles pratiques et à ce moment-là, les gens vont revenir vers vous parce qu'ils savent, ah là je me sens à l'aise, là je peux être autonome et il y a vraiment de l'autodétermination. Bon, ça c'est une revendication à l'adresse des employeurs. Profitez de cette situation, voyez cette situation comme une chance. Jana Gebauer, quelle est la situation chez vous? Quelles sont vos revendications? Est-ce que tout va bien tel que ça se passe actuellement ou pourrait-il y avoir des améliorations? Ce qu'on pourrait améliorer, bon, je constate en règle générale que nous avons une CCT qui est très bien, qui assure une bonne protection sociale, qui prévoit une assurance maladie dès le premier jour et nous avons également une solution pour la caisse de pension et il y a la possibilité pour les indépendants qui n'ont pas de salariés de se rallier à cela et de faire quelque chose pour leur propre sécurité sociale. Alors, si on discute maintenant du travail flexible, je pense que c'est vraiment bien de regarder cette CCT, de se pencher là-dessus et de réfléchir si ce n'est pas un instrument valable également à l'extérieur des agences de placement et des services de placement. Erich Etlin, à vous de clore ce débat parce que vous n'avez pas eu la parole très souvent pendant cette discussion. Dans la politique, il y a beaucoup de discussions qui sont pendantes, également au niveau du temps de travail. Oui, nous avons deux grands sujets. La flexibilisation a été citée et le temps de travail aussi, mais uniquement là où il y a autonomie. Pas flexibilisation à outrance pour tout le monde, mais uniquement flexibilisation pour les personnes qui peuvent décider elles-mêmes de leur temps de travail. Et tout ceci doit être accompagné par des mesures de prévention de la santé. Sans cela, ce n'est pas possible, M. Fischer l'a déjà dit. Et nous avons également le côté salarié, nous avons une plateforme qui dit là où les salariés représentent leurs revendications. Flexibilisation, ça ne veut pas dire plus, mais uniquement d'une manière plus flexible, tout en respectant la santé. Et à côté de cela, nous avons
toutes les lois, nous avons la LPP et nous avons l'assurance invalidité. Donc, quand il y a une sécurité sociale pour l'âge avancé, il faut peut-être coordonner cela davantage. Coordination à tous les niveaux. Voilà les sujets qui sont essentiels et on est en train de le faire. Donc, il ne faut pas seulement voir les besoins des employeurs, mais également des êtres humains qui doivent faire ce travail. Erich Ettlin a prononcé le mot de clôture et je constate que nous ne sommes pas si éloignés les uns et les autres dans nos idées, ce qui est réjouissant à constater aussi. Peut-être qu'on peut aller dans ce sens au niveau politique, au niveau des entreprises, ou alors regroupement des nomades numériques, ça aussi c'est une possibilité. Les syndicats, éventuellement avec une nouvelle clientèle, de nouveaux membres, ça aussi ça serait une possibilité. Je me réjouis énormément de ce débat très animé. Un grand merci à Erich Ettlin, Jana Gebauer, Gabriel Fischer et Dino Berli. Et maintenant, j'aimerais bien donner la parole à notre président, notre hôte, Leif Ekling de Swiss Staffing. Merci beaucoup. Merci, nous l'avons vu et nous l'avons entendu, nous voyons dans quelle direction on s'engage. On aurait certainement pu consacrer encore une demi-heure ou une heure de plus à ce débat, mais je constate en règle générale que ce FlexWork, ça offre énormément de chances pour tout le monde. Et pour certains défis, il faut également élaborer des solutions. Je pense que nous, dans la branche de Swiss Staffing, nous avons fait l'expérience que nous sommes un partenaire de discussion très important et nous devons nous impliquer dans ce débat. L'étude FlexWork détaillée, vous la trouverez sur notre site internet sous White Paper et le film que nous avons montré brièvement au début va se trouver également sur ce site internet. Je tiens à remercier nos invités. Nous allons nous permettre de vous envoyer un petit cadeau à la maison. C'était vraiment une table ronde fort intéressante et j'aimerais bien vous remercier également, vous qui nous avons suivis. J'espère que vous avez également apprécié ce débat et je vous souhaite maintenant un bon appétit. Restez en bonne santé. Merci beaucoup et au revoir.